Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le huitième webinaire de 2024, qui sera consacré au licenciement économique. Comme d'habitude, hein, le webinaire va être co-animé du coup par Camille Charousse et Clara Cassio au sein du cabinet Cornillet Avocat, et moi-même, Maxime Briolet, juriste au sein du Cinési. Comme vous avez peut-être pu l'entendre, hein, le programme est particulièrement dense. On va répondre aux questions exclusivement en fin de webinaire et puis, dans la mesure du possible, à toutes les questions qu'on peut, mais on fera en fonction du temps qui nous reste. Comme d'habitude, hein, si on manque de temps, vous trouverez du coup les questions posées dans l'onglet questions-réponses du support. Et donc, ce support accompagnera le replay, hein, qui est toujours diffusé dans les jours qui suivent, voire la semaine suivante du webinaire. Pour rappel, hein, n'hésitez pas à préciser le contexte de votre question parce que quand elle est posée au début et qu'on a défilé ensuite, on peut ne plus savoir exactement à quoi vous vous référez. Voilà, donc le prochain webinaire aura lieu le 22 novembre 2024 et il sera dédié au dialogue social et à la qualité de vie au travail. Donc, on va sans plus tarder commencer le webinaire. Donc, s'agissant du sommaire, dans un premier temps, on va procéder à la définition du licenciement économique. Ensuite, on va dégager les règles communes à toute procédure de licenciement. Ensuite, on va procéder à l'explicitation de la procédure de licenciement économique individuel, à la procédure de petit licenciement économique collectif, ensuite à la procédure de grand licenciement économique collectif et enfin la procédure de licenciement économique d'un salarié protégé. Donc, ce qui fera les parties 3, 4, 5 et 6. Dans une septième partie, on va évoquer les cas particuliers de la sauvegarde, du redressement et de la liquidation judiciaire de manière très brève. Et enfin, on va procéder à deux focus, donc l'un sur le contrat de sécurisation professionnelle et l'autre sur les indemnités qui sont versées aux salariés licenciés pour motif économique. Donc, ce sera les huitième et neuvième parties. Donc, première partie, on va du coup procéder à la définition du licenciement économique. Donc, d'après le Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement qui est effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié. C'est très important. Et qui va résulter d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail qui va être refusé par le salarié. Heu, à la suite donc en fait, la source de ces éléments, de modification, ça va être effectivement des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de la structure qui va être nécessaire à la survie, et à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cessation, d'activité de la structure. Donc, si on décompose cette définition qui est assez dense, on constate que c'est pas la personne du ou des salariés qui vont être visés par un licenciement économique qui importe, mais effectivement un poste de travail, un ou plusieurs postes de travail. On constate également que l'employeur, il doit justifier cumulativement d'une cause économique et d'une incidence concrète sur la structure qui va rendre indispensable le licenciement économique. Enfin, on constate également que le motif peut être interne à la structure. Donc, on parle également de motifs structurels ou externes à la structure. Et là, on va parler en fait, de causes conjoncturelles. Donc, ensuite, et pour rappel, hein, tout licenciement, quel qu'il soit, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Donc, le licenciement économique, enfin, pour motif économique, ne fait pas exception. Et dans ce cadre-là, le motif est sérieux lorsque les raisons économiques invoquées rendent le licenciement nécessaire. C'est ce qu'on disait précédemment. Et le motif est réel lorsqu'il repose sur un ou plusieurs faits objectifs susceptibles d'être prouvés et lorsque c'est bien le motif avancé qui est à l'origine du licenciement. Donc concrètement, hein, ça se rapporte par des chiffres concrets qui peuvent être opposés pour démontrer, hein, le caractère réel du licenciement pour motif économique. Alors, pour commencer sur justement la cause économique, avant de parler de l'incidence, vous avez plusieurs types de causes économiques et Maxime l'a évoqué, la première, elle est interne, elle est structurelle. Ça va être des difficultés économiques qui sont concrètement rencontrées par la structure et qui peuvent se manifester de différentes façons. Ça a été précisé par la législation relativement récemment, en 2016. Avant, c'était apprécié au cas par cas par la jurisprudence et maintenant, vous avez des critères qui sont
très précis et qui vous permettent objectivement d'avancer ces difficultés économiques. Donc, ces critères, ce sont soit une baisse des commandes, une baisse du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation, une dégradation de votre trésorerie ou une dégradation de votre excédent brut d'exploitation. S'agissant de la baisse du chiffre d'affaires ou de la baisse des commandes, il faut en justifier sur une certaine durée. Donc, ce qui est pris en compte vraiment pour apprécier les difficultés économiques, ça va être l'appréciation dans le temps, plus que finalement l'intensité de ces difficultés. Donc, ça dépend de l'effectif de la structure, l'appréciation de ces difficultés, et vous voyez que plus l'effectif est important, plus ces difficultés doivent être prolongées dans le temps. Puisqu'évidemment, on considère qu'une entreprise qui est d'envergure importante en termes d'effectifs, elle va avoir plus de possibilités de se redresser qu'une toute petite structure. Donc, à partir de moins de 11 salariés, ça va être des difficultés sur un trimestre seulement qui permettent de justifier des difficultés économiques et on compare sur l'année précédente. Donc, sur, par exemple, le premier trimestre 2025, si j'ai une baisse de mon chiffre d'affaires par rapport au premier trimestre 2024, je vais pouvoir justifier de ces difficultés économiques. Après 2 trimestres entre 11 et 50, 3 trimestres entre 50 et 300, et au-dessus de 300, il faut que ce soit 4 trimestres. Donc là, vous voyez, sur une année entière justifiée de cette baisse. Et pour mettre en avant ces difficultés économiques, il suffit que l'un des indicateurs ait évolué. Donc, dans la liste des indicateurs que vous avez à gauche, il ne faut pas nécessairement une conjoncture de plusieurs indicateurs, même si en général, ça va ensemble. C'est la baisse des commandes qui va entraîner, par exemple, la diminution de mon chiffre d'affaires. S'agissant des autres causes économiques qui sont admises, en dehors des difficultés économiques qu'on vient de voir, il va y avoir des motifs plutôt externes à la structure. Ces motifs-là, ça va être un peu plus subjectif pour le coup, c'est les mutations technologiques et la réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité. Alors, les mutations technologiques, c'est assez vaste, mais il faut prouver que ces mutations technologiques ont une incidence sur votre emploi. Et sur vos process de travail. Donc, ça peut être de l'automatisation de tâches, par exemple, qui fait que certains postes ne sont plus justifiés, plus nécessaires, et que vous êtes contraint de les supprimer parce qu'il y a cette automatisation nécessaire des tâches. Pareil avec le développement de l'intelligence artificielle qui peut remettre éventuellement en cause à l'avenir certains postes, certains emplois. La compétitivité, dans ce cas-là, n'a pas forcément à être menacée. C'est vraiment les mutations technologiques en soi qui doivent menacer les emplois. Le deuxième motif externe, c'est la réorganisation de la structure nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. Donc ça, dans votre secteur, c'est plus difficile parce que vous n'êtes pas spécialement dans un secteur concurrentiel et compétitif du fait de votre nature. Hein, vous êtes des ateliers et chantiers d'insertion. Donc, hors secteur concurrentiel et lucratif, ça me paraît assez difficile à mettre en avant. Mais si vous deviez le faire, il faudrait démontrer que dans votre environnement économique, vous n'êtes plus du tout compétitif par rapport à vos concurrents. Pour des raisons à mettre en avant. Peut-être une petite précision, effectivement, j'ai regardé ce point parce que ça a attiré ma curiosité. Et effectivement, pour les associations, il semble qu'effectivement, ce soit la survie qui soit en jeu. Exactement, ouais. Il faut vraiment que la survie, donc c'est quand même très exigeant comme motif. Et enfin, le dernier point, et ça c'est logique, c'est une cessation d'activité de la structure. Donc, qui peut être lié à plusieurs motifs. Vous voyez le petit emoji, vous avez par exemple le décès du dirigeant de la structure qui peut entraîner sa fermeture. Eh bien, là, c'est un motif pour le coup tout à fait objectif et indiscutable de licenciement économique, à condition que cette fermeture soit bien totale et définitive. Et c'est là qu'on a souvent une difficulté, c'est que ça ne peut pas concerner, par exemple, une fermeture d'établissement. Si vous avez plusieurs établissements, plusieurs sites. Donc vraiment, quand vous êtes dans cette situation, et ça arrive régulièrement aux structures qu'on accompagne, où elles doivent fermer un site, eh bien, il ne faut pas aller bille en tête forcément sur le licenciement économique. Il faut d'abord vous demander si la fermeture de ce site vous permet de caractériser des difficultés économiques ou de vous reposer sur les mutations technologiques ou la menace de la survie. Mais en soi, cette fermeture d'établissement ne sera pas une cause économique en tant que telle. Oui. Et donc, ces motifs, cet élément qui est dit originel, finalement, elle va être la justification, la conséquence
sur les postes de travail, c'est-à-dire que ça va pouvoir permettre de justifier donc la suppression d'emplois, la transformation d'emplois et la modification d'un élément essentiel du contrat de travail qui sera refusé par le salarié. La suppression d'emplois, c'est soit vous êtes dans la situation où vous devez, du fait de ces difficultés économiques, vous devez supprimer donc, un poste, vous supprimez le poste, mais également les tâches. Mais il a été aussi reconnu que vous puissiez supprimer le poste et qu'ensuite les tâches ne soient pas forcément supprimées, mais elles soient réparties vers les autres salariés qui sont déjà présents dans votre structure. Attention, vous ne pouvez pas réembaucher derrière, même que ce soit dans le cadre d'un CDD, si vous supprimez un poste, sinon on va considérer que les juges vont considérer que votre licenciement économique, finalement, n'est pas causé puisque vous réembauchez derrière, même si vous réembauchez dans le cadre d'un contrat temporaire. Mais en revanche, vous pouvez dispatcher les tâches du poste supprimé vers les autres salariés qui sont déjà présents. Par exemple, pour être un peu plus concret, vous êtes donc dans votre structure, vous avez donc un comptable, une assistante comptable. Vous souhaitez donc supprimer son poste compte tenu de vos difficultés économiques. Vous pouvez donc remettre les tâches sur la comptable pour lequel son poste n'a pas été supprimé. Et là, dans ce cas, le licenciement de l'assistante comptable va être justifié. Ensuite, on a ce qu'on appelle la transformation d'emploi, c'est-à-dire que vos motifs économiques vont pouvoir justifier une transformation d'emploi qui va potentiellement par la suite obliger le licenciement du salarié qui ne va pas être apte finalement, enfin pas avoir l'aptitude pour tenir cet emploi qui va être transformé. Mais attention, vous avez tout de même une obligation d'adaptation, c'est-à-dire que le licenciement qui découle de cette transformation d'emploi doit être engagé que si tous vos efforts finalement d'adaptation qui pèsent en tant qu'employeur sur vous n'ont pas permis aux salariés de continuer à avoir le poste qui a été transformé. Ça ne veut pas dire que vous avez une obligation de mettre en œuvre une formation qualifiante. C'est simplement permettre aux salariés une adaptation au poste. Par exemple, ça c'est une jurisprudence qui est assez ancienne, le licenciement d'une employée administrative a été reconnu du fait que justement la structure s'était informatisée et qu'elle n'arrivait pas à s'adapter donc aux nouvelles technologies mises en place au sein de la structure. Et ensuite, on a la modification du contrat de travail. Là, c'est à différencier de la transformation d'emploi, puisque là, on touche aux éléments essentiels du contrat de travail et pas aux tâches, finalement. Où là, pour le coup, vous allez proposer, du fait de raisons économiques, une diminution de la durée du travail, par exemple, ou une diminution de la rémunération, une modification des fonctions, qui vont être refusées par le salarié. Et du fait de cet refus, qui est justifié par une modification pour des raisons économiques, vous allez être obligé de licencier le salarié. Attention, c'est une procédure qui est très formelle. Vous devez absolument, on l'avait vu lors d'un dernier webinaire sur la modification du contrat de travail, lorsque vous faites une modification du contrat pour des raisons économiques, vous devez adresser un courrier en LRAR en laissant aux salariés un délai d'1 mois de réflexion. Et même si vous faites une réponse avant ce délai d'1 mois, vous ne pouvez engager la procédure pour licenciement économique qu'à l'issue du délai d'1 mois. Vous devez vraiment respecter ce délai d'1 mois qui est là finalement pour permettre aux salariés de revenir sur sa décision dans ce délai. Et la lettre doit être formelle, doit comporter un certain nombre d'éléments, dont la proposition des modifications, les raisons économiques et le délai d'1 mois. Donc voilà pour l'élément matériel, les conséquences du licenciement économique. Sur ce dernier point, une petite précision, parce que c'est vrai que souvent, les structures, on a souvent des clients qui ont du mal à avoir ça en tête. C'est vraiment le poste qui est visé et pas la personne.
il faut vraiment avoir identifié des postes dans la structure pour lesquels les difficultés économiques vont nécessiter soit une suppression, soit une transformation, soit une modification. Mais il ne faut pas vider un salarié, sinon là encore, c'est un licenciement qui est illégitime puisqu'il est sur la personne du salarié et pas sur les motifs, pas sur des raisons qui sont économiques. Tout à fait. Voilà. De toute façon, on va le rappeler à plusieurs reprises au long du webinaire parce qu'on va aborder les critères d'ordre et ça va être une constante, hein. Mais donc, bah, justement, là, on va pouvoir passer à la seconde partie du coup dédiée aux règles communes à toutes les procédures de licenciement. Donc, justement, hein, pour faire rebond à ce que vous disiez, c'est un peu un tour de force, hein, de présenter toutes les procédures dans le temps qui nous est imparti, hein. Donc, pour chacune, hein, là, on vous fait une présentation globale. Pour chacune, n'hésitez pas à utiliser les ressources qu'on peut vous mettre à disposition. Également, les ressources qui sont présentes sur le site du ministère du Travail. Il y a des outils qui sont très bien faits où justement vous remplissez par rapport à votre cas de figure et où vous retrouvez la procédure enfin, complète, parce qu'effectivement, ça aurait été impossible de les développer toutes aujourd'hui. Donc, effectivement, hein, comme je le disais, la procédure de licenciement économique, c'est complexe. Ça varie en fonction du nombre de salariés qui sont concernés, mais aussi des effectifs de votre structure dans laquelle le licenciement va être mis en œuvre. Cette condition d'effectif, hein, il est à noter qu'elle est appréciée au niveau de la structure ou de l'établissement concerné et elle s'apprécie au moment où la procédure de licenciement est envisagée. Donc, on va pouvoir passer aux règles communes. Oui, alors dans tous les cas, quand on a identifié les postes, eh bien, on va devoir, pour les salariés qui sont concernés, mettre en œuvre tous les efforts de formation, d'adaptation et de reclassement avant de procéder au licenciement. Et donc ça, c'est quand même très exigeant. Ça va s'approcher de quelque chose que vous connaissez sûrement, qui est le reclassement en cas d'inaptitude. On va devoir, pour les salariés concernés, rechercher les postes de reclassement qui relèvent de la même catégorie ou d'un emploi équivalent avec une rémunération équivalente. Et à défaut, s'il n'y en ait pas, je dois également proposer des postes de catégorie inférieure si le salarié est d'accord. Donc ce périmètre de l'obligation de reclassement est quand même très large. C'est tout niveau équivalent, voire des niveaux inférieurs, sans avoir l'obligation, comme le disait Clara, pardon, de proposer des formations qualifiantes. C'est ça la limite, c'est quand même, on ne va pas devoir envoyer le salarié en formation qualifiante pour lui proposer un reclassement. Cette obligation de reclassement, elle s'étend sur toute la durée de la procédure, à partir du moment où le licenciement est envisagé jusqu'au moment où il est notifié, ce qui peut être très long, notamment pour le cas des salariés protégés qu'on réabordera à la fin, mais le temps d'avoir l'autorisation de l'inspection du travail, eh bien, il faut quand même continuer à chercher à le reclasser. Ce qui peut être quand même très contre-intuitif, puisque vous avez déjà envoyé un certain nombre de courriers, fait l'entretien et tout ça. Mais jusqu'au bout, jusqu'au jour de la notification, il faut faire cette recherche si des postes se libèrent. Et donc, cette recherche et les offres de reclassement que vous allez proposer, elles doivent être très complètes et précises pour que le salarié puisse donner une réponse tout à fait éclairée. Donc là, on vous a remis ce que doivent mentionner ces offres personnelles adressées aux salariés. Donc le poste descriptif, la localisation, la nature, la rémunération et la classification du poste. Voilà, tous ces éléments doivent apparaître dans l'offre, qui doit être faite par recommandé avec accusé de réception et à la suite de laquelle il faut laisser un délai suffisant aux salariés pour répondre, pour réfléchir, qui ne peut être inférieur à 15 jours. Voilà en résumé. Sur ce point, on dispose de modèles, hein, donc si jamais vous êtes dans cette situation, pensez à solliciter le service juridique du Cinési, on pourra vous en adresser. Donc, ensuite, l'employeur, et sauf exception, je les ai développés en tout petit, en deux pour ces exceptions. L'employeur est tenu de fixer les critères qui lui permettent d'établir un ordre des salariés à licencier. Et justement, c'est important parce que cet ordre, il permet de garantir l'objectivité de la sélection qui est propre au licenciement économique, puisque comme on l'a dit à plusieurs reprises déjà, ce n'est pas la personne du salarié qui est concernée, mais bien le poste, du coup, lié aux difficultés. Donc, la convention collective des ACI ne prévoit rien en la matière. À défaut d'accord collectif, c'est à l'employeur de les fixer unilatéralement à l'occasion de chaque licenciement économique
et selon les cas, hein, ce qu'on va voir après avoir consulté le CSE et en tenant compte nécessairement des critères légaux que je vais vous présenter. Donc, il s'agit des charges de famille, donc en particulier celles des parents isolés, l'ancienneté de service dans l'établissement ou la structure, la situation des salariés, donc qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, donc notamment les salariés âgés et les personnes handicapées. Enfin, il s'agit des qualités professionnelles appréciées par catégorie et sur la base d'éléments objectifs et vérifiables. Je dis enfin, mais attention, cette liste n'est pas exhaustive. De plus, il n'y a pas de hiérarchie à ce stade entre les différents critères légaux qui sont exposés. Donc, il est également possible de rajouter, des critères, mais à condition que ceux-ci soient licites. Il est également possible de pondérer certains critères, voire d'en privilégier. Donc la pondération, concrètement, c'est, vous attribuez tant de points pour tel critère, tant de points pour tel critère. Donc ça prend la forme d'un tableau et à l'issue, en fait, de la pondération, vous appliquez ça à chacun de vos salariés et en fait, le plus souvent, ça prend la forme d'un total de points et qui va permettre en fait de générer une ponte entre les différents salariés. Par contre, attention, il n'est pas possible d'en supprimer, donc de supprimer certains critères légaux ou d'en neutraliser via le système de pondération que je viens de vous expliquer. Donc, il faut être vigilant, hein, à ces critères parce qu'effectivement, le non-respect des règles relatives à l'ordre des licenciements, il est sanctionné par l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe, donc c'est-à-dire 3 750 € pour les personnes morales et 750 € pour, les personnes physiques. Une fois déterminés, les critères d'ordre des licenciements doivent être mis en œuvre par catégorie professionnelle d'une part et par zone géographique d'autre part. Par catégorie professionnelle tout d'abord, l'employeur, donc il est tenu de les appliquer sans discrimination, de manière égalitaire et de manière loyale à tous les salariés qui appartiennent à une même catégorie professionnelle dont vont relever les emplois supprimés. Donc, c'est-à-dire aux salariés qui exercent dans la structure des fonctions de même nature et qui supposent une formation professionnelle commune. Par zone géographique ensuite, donc la zone, elle est fixée par accord collectif ou, à défaut, unilatéralement par l'employeur. Dans ce cas-là, le périmètre d'application ne peut pas être inférieur à la zone d'emploi dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de la structure qui vont être concernés par les suppressions d'emplois. S'agissant de cette notion de zone d'emploi, je vous ai mis un lien qui effectivement vous renvoie à la définition de l'INSEE qui élabore du coup un guide qui permet de définir la zone d'emploi dans laquelle la suppression va relever. Donc vous pourrez cliquer directement sur le lien. Enfin, sur ce point, il faut être vigilant parce que, il y a des pratiques qui peuvent être considérées comme contraires. C'est le cas, par exemple, si vous multipliez, à l'excès, en fait, les catégories professionnelles pour, en fait, faire une sorte de filtre plus, je cherchais un autre mot, mais, pour, en fait, désigner opportunément, en fait, un groupe, de un ou plusieurs, salariés via ce système. Il existe aussi une pratique qui a été relevée par la jurisprudence, c'est de scinder en fait les catégories professionnelles le plus possible. Ou alors, et ça peut consister effectivement à un resserrement excessif via le resserrement du périmètre géographique qui aurait en fait là encore le même objet, c'est-à-dire désigner opportunément un ou plusieurs salariés que bah, l'employeur désirerait voir partir. Mais non, il faut bien respecter la détermination pour assurer effectivement cette objectivité dans la désignation de la personne qui va faire l'objet effectivement du licenciement économique. Très rapidement, à la marge, le salarié peut contrôler, les critères retenus, qui ont en fait servi à fixer l'ordre des licenciements et qui ont conduit en général du coup à son licenciement à lui. En demandant à l'employeur de les lui communiquer dans les 10 jours, qui vont suivre à compter de la date à laquelle il quitte, effectivement son emploi. Il peut faire cette demande par lettre, avec accusé-réception ou par lettre remise en main propre. Dans ce cas-là, l'employeur doit répondre dans un délai donné, sous peine de dommages et intérêts que le salarié pourrait prétendre.
Dans tous les types de procédures, évidemment, il faut motiver la lettre de licenciement au moment où vous allez l'envoyer, hein, tout au bout du process. On distinguera selon le petit licenciement ou le grand licenciement. Mais cette lettre de licenciement, comme pour tout type de licenciement, elle doit être motivée et elle doit comporter le motif économique originel, hein, celui qu'on a vu au départ, soit les difficultés économiques, soit les mutations technologiques, soit la cessation d'activité, soit la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité, l'incidence sur l'emploi du salarié, donc ce que vous a présenté Clara, sa suppression, transformation de poste, modification du contrat, et la priorité de réembauche, très important. Dans les 12 mois qui suivent le licenciement, ce salarié licencié pour motif économique sera prioritaire pour réintégrer votre structure. Si elle se redresse, elle va mieux, vous ouvrez des nouveaux postes, il y a cette priorité. Donc ça, il faut bien l'avoir à l'esprit pour ceux qui sont licenciés, pour ne pas la rater quand si le salarié postule à nouveau un jour. Il y a la possibilité de préciser ce motif économique dans les 15 jours qui suivent la notification du licenciement. Le salarié peut également, de son côté, demander des précisions à l'employeur dans les 15 jours qui suivent la notification de son licenciement. Vous avez un modèle de courrier disponible sur le lien intégré dans le support. Avec le son, c'est mieux. Là, ensuite, la procédure de licenciement économique individuel va vous être présentée. Donc, c'est celle qui va vous être présentée la plus en détail, parce qu'en général, hein, c'est le cas qu'on nous demande le plus. Oui. Donc oui, la procédure de licenciement économique pour motif pour individuel, pardon. Donc là, c'est vrai qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet. On va on va vraiment vous présenter toutes les procédures. Vraiment à titre liminaire, c'est sûr que c'est des procédures qui sont assez lourdes, assez complexes. L'idée, c'est vraiment à chaque fois d'identifier dans quelle situation vous êtes, combien de licenciements vous envisagez, est-ce que vous disposez d'un CSE, est-ce que vous êtes une entreprise de plus de 5 ans, parce que c'est vraiment ces critères qui vont ensuite vous permettre de déterminer quelle va être la procédure à mettre en place. Donc là, la procédure de licenciement économique individuel, on est dans le cas où peu importe votre structure, peu importe si vous disposez d'un CSE ou pas, enfin si vous êtes plus de 50, il y aura quand même une consultation à faire, mais juste sur la réorganisation qui est décidée. Là, vraiment, c'est le salarié et l'employeur. C'est la procédure entre le salarié et l'employeur. Il n'y a pas d'autres tierces qui vont intervenir dans le cadre de cette procédure. Aussi, cette procédure, elle ne peut intervenir, bon, on vous l'a présenté, mais encore une fois, une piqûre de rappel, que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré. Donc, c'est vraiment lorsque vous n'avez pas pu reclasser le salarié, là, vous enclenchez la procédure de licenciement pour motif économique. Donc, cette procédure, elle commence en premier temps un peu de manière, enfin, c'est un peu des formalités de votre côté, c'est demander le CSP à France Travail, se procurer le CSP. Il est en ligne sur le site de France Travail. C'est très facile d'accès. Vous tapez sur Google CSP CERFA et vous pouvez l'avoir, puisque c'est une obligation. On le verra à la fin lorsqu'on fera le focus. Lorsque vous licenciez un salarié pour motif économique, vous devez lui proposer le CSP. Ce CSP, il va être proposé lors de l'entretien préalable, puisque là, vous avez une obligation d'organiser donc l'entretien préalable, comme tout autre licenciement pour motif personnel, pour motif disciplinaire, alors qu'on le verra ensuite pour les grands licenciements. Parfois, l'entretien préalable n'est pas obligatoire. Donc, vous convoquez le salarié, c'est les mêmes délais qui s'appliquent, 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre de convocation. Vous n'avez pas l'obligation d'indiquer que la mesure de licenciement envisagée est pour un motif économique. Ensuite, au cours de l'entretien, comme je l'évoquais, vous présentez là pour le coup les motifs économiques du licenciement, vous présentez le CSP. Bien entendu, c'est vrai que je ne l'ai pas rappelé, mais la convocation, c'est les mêmes délais qui s'appliquent, mais c'est aussi les mêmes formalités. Vous devez reprendre le fait que le salarié peut se faire assister soit par un salarié de la structure si vous disposez d'un CSE, soit par un salarié de la structure ou une personne extérieure si vous ne disposez pas de CSE. Et donc, lors de l'entretien, le salarié, bien entendu, pourra se faire assister par l'une de ces personnes.
Ensuite, à l'issue de l'entretien, si vous n'avez toujours pas reclassé le salarié, puisque comme on le disait, l'obligation de reclassement, elle court jusqu'à la notification du licenciement, là, vous notifiez le licenciement. Est-ce qu'on peut juste passer à l'autre slide? Merci. Mais pardon, il y avait un bug. Pas de problème. Vous notifiez le licenciement et attention, c'est une petite précision qui est propre au licenciement économique, mais qu'il faut avoir en tête. C'est-à-dire que cette notification du licenciement, elle doit être faite à compter de l'entretien préalable. Elle est dans un délai de 7 jours ouvrables qui va passer à 15 pour les cadres. Donc là encore, c'est pour ça que c'est hyper important d'identifier que ce soit le nom, mais également les personnes qui vont être licenciées, pour pouvoir vraiment avoir en tête ces délais qui peuvent être changeants. Donc si c'est un cadre, 15 jours, si ce n'est pas un cadre, 7 jours ouvrables. Mais il me semble que dans les structures, il y a majoritairement Des non-cadres. des Il peut non-cadres. avoir Mais des il peut y cadres avoir aussi. des cadres. Bien sûr, comme toute lettre de licenciement, elle doit comporter l'énoncé des motifs économiques, son incidence sur l'emploi du salarié, ainsi que les priorités de réembauche dont bénéficiait le salarié pendant un an. Et également la possibilité pour le salarié de préciser les motifs. Le salarié, en parallèle, comme vous lui avez remis le CSP, il a la possibilité d'accepter ou non ce CSP. Ce CSP, donc, c'est ce qu'on appelle le contrat de sécurisation professionnelle, qui, lors de son acceptation, va immédiatement rompre le contrat. C'est-à-dire que le salarié n'aura pas à effectuer un préavis. Il dispose d'un délai de 21 jours pour accepter ou non le CSP. Si dans ce délai, il accepte le CSP, il n'aura pas à effectuer un préavis. Si en revanche, il n'accepte pas, vous lui devez un préavis qui va être différé selon le statut du salarié. Et ensuite, vous avez quand même une information. C'est vrai que je me reprends parce que je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'autres personnes qui intervenaient dans le cadre d'un licenciement individuel. Mais si, parce que finalement, vous avez quand même une obligation dans les 8 jours qui suivent l'envoi de la lettre de licenciement, de faire une simple information écrite à l'administration, l'adresse sur la mesure qui a été prise avec le nom, prénom, nationalité, date de naissance, sexe, adresse et qualification du salarié concerné sur le licenciement. Et enfin, on a cette possibilité également de répondre sous 15 jours après réception de la demande de salarié de précision des motifs. Donc voilà pour la procédure de licenciement économique individuel qui est la plus simple. Merci. Donc, on va pouvoir maintenant évoquer rapidement du coup la procédure de petit licenciement économique collectif qui correspond au cas particulier d'un licenciement de moins de 10 salariés sur une période de 30 jours. Donc, dans ce cas-là, la loi oblige l'employeur à consulter le CSE sur le projet de licenciement économique de restructuration et de compression des effectifs. En cas de carence constatée, la procédure se limite aux formalités à l'égard des salariés et de l'administration qui a été évoquée en amont. Je ne vais pas revenir dessus. Mais il faut effectivement justifier de cette carence. Le CSE doit rendre son avis dans le délai d'un mois maximum. S'il n'a pas rendu d'avis, il est réputé avoir été consulté. Dans les structures de 50 salariés et plus, le CSE peut se faire assister par un expert technique, mais à sa charge. À l'issue de la consultation du CSE et après avoir transmis le procès-verbal de réunion à l'adresse, il vous faudra appliquer les critères d'ordre évoqués précédemment et déterminer les salariés concernés. Il faudra ensuite procéder tout le long de la procédure de recherche de reclassement et proposer à l'écrit les postes disponibles. Ensuite, il vous faudra convoquer individuellement les salariés à un entretien préalable et leur proposer un CSP lors de l'entretien. Dans l'impossibilité de les reclasser, vous allez notifier le licenciement sous 7 jours ouvrables au moins à partir de la date à laquelle ils ont été convoqués. Et là encore, le délai du coup est porté à 15 jours ouvrables dans l'hypothèse où il s'agit d'un cadre. Enfin, vous allez adresser par voie dématérialisée à l'adresse les éléments sur la mesure prise et le procès-verbal de la réunion du CSE.
On va pouvoir évoquer du coup maintenant la procédure de grand licenciement économique collectif. Et par là, on entend le cas de figure où au moins 10 salariés font l'objet d'un licenciement sur une période de 30 jours. Ouais. Et là, donc, pour ce cas, on a fait vraiment une différence en fonction si votre structure comporte moins de 50 salariés, ce qui est majoritairement le cas, ou votre structure comporte plus de 50 salariés. Quand vous êtes sur un licenciement d'au moins 10 salariés sur une période de 30 jours et que votre structure comporte moins de 50 salariés, c'est à peu près la même règle que ce que Maxime vous a expliqué. Il y a une consultation du CSE qui ne va porter que sur le projet de licenciement économique, pour le projet de licenciement collectif pour motif économique. Vous n'avez pas de consultation sur le projet de réorganisation puisque votre CSE, vous avez une structure de moins de 50. Sauf que cette consultation, on va le voir, elle va être vraiment plus divisée en deux réunions. Elle va être un peu plus complexe puisque vous allez avoir l'obligation de tenir 2 réunions avec votre CSE qui doivent être séparées par un délai au maximum de 14 jours. Et vous avez également, de manière simultanée, l'obligation de communiquer les informations à l'adresse. Donc là encore, il faut vraiment procéder par étapes, parce que c'est sûr que c'est des procédures qui sont assez complexes, mais si vous procédez par étapes, a priori, on devrait s'en sortir. Donc la première étape, c'est donc de convoquer le CSE avec, pour cette première réunion, avec donc l'ensemble des informations. Elle va porter sur la convocation doit porter sur 2 informations, à la fois sur le projet de licenciement et sur les mesures de reclassement envisagées. Concomitamment, vous informez l'administration des informations qui ont été adressées au CSE. Ensuite, vous tenez la réunion. Et en 4e étape, vous informez l'administration du projet de licenciement avec donc du coup le PV du CSE. Et cette information va faire couler en fait un délai de 21 jours pour lequel elle devra se prononcer. Et c'est aussi cette notification à l'administration qui va vous permettre en fait de savoir à quel moment vous pouvez déclencher les licenciements, puisque je le répéterai après, mais il faudra respecter un délai de 30 jours entre cette information qui est à l'issue de cette première réunion du CSE à l'administration pour pouvoir notifier le licenciement des salariés. Ensuite, vous avez donc une 2e réunion qui doit être faite dans un délai max de 14 jours avec le CSE. Pareil, à l'issue de la réunion, vous envoyez le PV de la 2e réunion à l'administration. Et la dernière étape, vous procédez au licenciement. Et là, pour le coup, vous n'avez pas à organiser l'entretien préalable. Donc, c'est un peu le seul point qui allège un peu cette procédure, c'est que pour le coup, c'est plus lourd avec vos institutions représentatives du personnel, mais c'est un peu moins complexe, enfin un peu moins lourd avec les salariés, puisque vous n'avez pas d'entretien préalable à tenir. Simplement, comme je vous le disais, il faut vraiment respecter ce délai de 30 jours entre la notification à l'administration qui doit se faire à l'issue de la première réunion et la notification des licenciements. Et ces 30 jours, c'est un plancher, vous ne pouvez pas aller en deçà. Ensuite, rapidement sur la procédure de licenciement d'au moins 10 salariés sur une période de 30 jours dans une structure de plus de 50 salariés. C'est assez rare pour vous, puisque vous n'avez pas, enfin, il y a très peu de structures qui ont plus de 50 salariés, donc je vais aller très rapidement. Alors, j'ai regardé dans les inscrits et il y en avait pas mal finalement. Ouais. Ok, Ouais. bon, bah alors. Donc là, pour le coup, le cas particulier de cette procédure, c'est que vous avez l'obligation d'établir ce qu'on appelle un plan de sauvegarde de l'emploi. Et le plan de sauvegarde de l'emploi, c'est vraiment un ensemble de mesures qui est destiné à éviter le licenciement et à favoriser le reclassement et qui va faire l'objet d'un contrôle par l'administration. Aussi, un deuxième élément qui se distingue des autres procédures, c'est que là, votre consultation du CSE, elle va être duale. Enfin, il va y avoir une double consultation qui va être à la fois, comme pour les entreprises de moins de 50, sur le licenciement collectif pour motif économique,
Mais comme vous avez un CSE de plus de 50, il a ses compétences en matière de réorganisation. Et donc, vous devez le consulter sur le projet de réorganisation et de compression des effectifs. La bonne nouvelle, c'est que bien entendu, cette consultation, elle peut être simultanée. Vous pouvez faire une réunion avec un ordre du jour et prévoir donc les deux consultations au cours d'une même réunion. Et concernant le PSE, là encore, donc le PSE, soit si vous avez des organisations syndicales, vous le négociez, donc il fait l'objet d'un accord collectif qui est donc négocié avec les organisations syndicales qui sont présentes au sein de votre structure, ou vous faites ce PSE dans le cadre d'une décision unilatérale. Et ce PSE est bien entendu adressé à la DRITS pour homologation lorsqu'il s'agit d'un document unilatéral, ou pas pour validation lorsqu'il s'agit d'un accord collectif. Les délais sont différents lorsqu'on est sur une homologation et une validation, c'est 15 jours ou 21 jours. Si le silence de la DRITS vaut a priori homologation et validation du PSE. Et bien entendu, vous ne pouvez pas procéder au licenciement des salariés qu'à l'issue justement soit de l'homologation ou de la validation par la DRITS, soit à l'expiration des délais. Et là, dans ce cas, encore une fois, vous n'avez pas à organiser d'entretien préalable avec les salariés. Vous pouvez, dès l'homologation, dès la validation, notifier les licenciements et proposer également les CSP. En pratique, ce qui se passe, c'est que vous notifiez le licenciement à titre conservatoire et dans le même temps, vous adressez donc les documents CSP pour que le salarié accepte ou non. Et s'il accepte le CSP, il n'a pas à faire le préavis. Donc, voilà pour les licenciements d'au moins 10 salariés sur une période de 30 jours dans une structure de 50 avec CSE. Et là, en l'absence du CSE, finalement, simplement, vous n'avez plus cette double consultation qui est à faire avec votre CSE. Votre PSE, comme je vous l'ai indiqué, donc ce document qui reprend les mesures qui sont destinées à éviter le licenciement et à favoriser le reclassement, vous le prenez par décision unilatérale. Donc, il doit être homologué par la DRITS. Et une fois qu'il est homologué par la DRITS, là, vous organisez les licenciements. Et attention, encore une fois, une distinction, comme vous n'avez pas de CSE, vous avez l'obligation d'organiser, là, pour le coup, des entretiens préalables avec les salariés. Et on revient sur la même procédure, c'est-à-dire vous convoquez avec le contenu de la convocation, avec le délai de 5 jours, et vous procédez à la notification du licenciement à vos salariés. Donc voilà pour ces procédures qui, comme vous l'avez vu, sont assez complexes. Mais encore une fois, je vous le rappelle, il faut vraiment qu'avant chaque procédure, vous puissiez vous identifier dans quel cas de figure vous vous trouvez. Et ensuite, il faut faire un calendrier, décliner les étapes par étape et suivre le calendrier à la lettre pour éviter effectivement de faire un loupé et d'oublier une mesure à mettre en œuvre. Et encore une fois, hein, pour chacune, n'hésitez pas à Oui. utiliser les ressources à votre disposition, notamment du coup celles du ministère du Travail qui sont vraiment bien faites, hein, j'insiste pour la plupart. Bon, on va peut-être prioriser du coup le contenu plutôt que les questions. Effectivement, là, on va rapidement aborder le sujet de la procédure de licenciement économique qui présente des particularités lorsqu'il s'agit d'un salarié protégé. Oui, alors on va passer très rapidement sur le sujet, juste pour vous rappeler que dans tous les cas, pour les salariés protégés, il faut saisir l'inspecteur du travail et obtenir une autorisation de licenciement. Quand bien même votre activité cesserait complètement, il faut respecter cette étape. Même voilà, si votre association ferme, vous devez quand même attendre une autorisation d'inspecteur du travail qui ne devrait pas poser de difficulté, mais c'est une condition de validité du licenciement. Et vous devez fournir à l'inspecteur du travail un dossier qui est quand même très complet sur toute la procédure
et le motif économique qui a présidé au déclenchement de cette procédure. On vous a remis tous les éléments à fournir à l'inspecteur du travail dans ce dossier, qui peut être envoyé de façon dématérialisée aujourd'hui. Et l'inspecteur du travail dispose de 2 mois, en principe, pour vous répondre. S'il ne répond pas, ça vaut pour le coup décision implicite de rejet de la demande. Donc, il ne faut pas hésiter en parallèle à interpeller l'inspecteur du travail quand vous voyez que vous approchez de la fin de ce délai pour éviter la décision implicite de refus. Parce qu'on sait que c'est très tendu aujourd'hui chez les inspecteurs du travail, ils sont en large sous-effectif. Donc, parfois, ce n'est pas forcément volontaire de leur part le dépassement de ce délai. Et également, bien sûr, consulter le CSE sur le licenciement économique de ces salariés protégés s'ils ont un mandat qui justifie une consultation du CSE sur leur licenciement. Donc, tout ce qui est élu au CSE, représentant de proximité. Donc ensuite, donc quand bien même on ne dispose pas d'assez de temps pour effectivement tout développer en détail, il convient d'évoquer les 3 procédures collectives susceptibles d'être ouvertes lorsqu'une structure rencontre des difficultés financières. Donc il s'agit hop, de la procédure de sauvegarde, de la procédure de redressement judiciaire et de la procédure de liquidation judiciaire. Vous trouverez du coup sur cette slide une brève définition de chacune d'entre elles. Vous noterez que le choix en fait de la procédure va être fonction du degré de difficulté rencontré par la structure. Il faut retenir que la loi fixe aux différentes étapes de chacune de ces procédures les conditions dans lesquelles des licenciements pour motif économique peuvent être autorisés. Bon, là, on a fait le choix de passer un peu rapidement sur ce point-là parce qu'en fait, concrètement, l'employeur est le plus souvent, accompagné, voire même parfois complètement ou partiellement dessaisi au profit de l'administration ou du liquidateur, qui va effectivement, être chargé de la procédure. C'est pourquoi, il n'est pas forcément, utile de rentrer, dans le détail sur ce point-là. Ce qui va nous permettre d'avoir le temps, de pouvoir faire les focus, de manière plus détaillée. Donc on en a déjà parlé, mais c'est important de bien comprendre cette, notion-là. On va faire un focus sur le contrat de sécurisation professionnelle. Oui, alors je vous en parlais donc dans le cadre de la procédure pour évoquer, parce que ça avait un impact du coup sur le préavis du salarié. Donc le contrat de sécurisation professionnelle, en fait, ça permet aux salariés, d'assurer aux salariés, pardon, un ensemble de mesures qui lui permet un retour plus vite au travail. C'est vraiment un dispositif qui va donner un accompagnement renforcé et personnalisé qui est assuré par un conseiller de France Travail. Donc, c'est un dispositif de France Travail. Et pourquoi, en fait, on vous en parle? Quel est l'impact, vous, par rapport à vos structures? C'est que, donc déjà, vous avez l'obligation de le proposer. C'est une obligation à partir du moment où vous mettez en œuvre un licenciement pour motif économique, vous devez proposer le CSP. Et si le salarié accepte le CSP et qu'il a plus d'un an d'ancienneté au sein de notre structure, il y a un financement de la part de l'employeur. Vous allez devoir financer ce CSP avec le montant d'une indemnité qui correspond à son indemnité compensatrice de préavis que le salarié n'a pas effectuée, puisque comme je l'évoquais, lorsque le salarié accepte le CSP, le contrat est immédiatement rompu à compter de l'acceptation et il n'a pas à faire le préavis. Et dans ce cas-là, vous, le montant de ce préavis, dans une limite de 3 mois, vous devez le reverser à France Travail pour financer ce dispositif. Donc voilà, après, comme je vous le disais, pour ce qui est un peu en pratique, le CERFA, il est disponible sur la base de données de France Travail. Vous le téléchargez, vous le remettez lors de l'entretien préalable, lorsque vous êtes dans une procédure où il y a une obligation de remettre le contrat de sécurisation professionnelle au cours de l'entretien préalable. Où vous le remettez lors de la notification du licenciement, lorsque vous n'avez pas, pardon, l'obligation d'organiser un entretien préalable. Voilà pour le petit focus sur le contrat de sécurisation professionnelle. Et aussi, petite précision, bon ça qui est plus pour les salariés,
Ça permet d'avoir une allocation l'allocation de sécurisation qui est dite de sécurisation professionnelle, qui est plus élevée que l'allocation de retour à l'emploi dans le cas qui est délivrée par France Travail. On est quasiment à 75% pardon, du salaire journalier de référence. Donc c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus avantageux pour le salarié qui ont souvent tendance à choisir le CSP. Mais encore une fois, vous n'allez pas finalement être délivré de votre obligation de payer le préavis, puisque le préavis sera versé à France Travail. Hop, on va pouvoir passer. Et donc la dernière partie et donc le dernier focus, donc les indemnités versées aux salariés licenciés pour motif économique. Là, en fait, il s'agit plutôt d'un rappel qu'autre chose. Effectivement, hein, le salarié qui va être licencié pour motif économique est susceptible de percevoir plusieurs indemnités, sous réserve bien sûr que les conditions qui lui permettent de les exiger soient remplies. Donc il s'agit de l'indemnité de licenciement. Donc il n'y a pas de particularité, hein, dans le cas du licenciement économique, hein, c'est les mêmes règles que d'habitude. Il y a ensuite l'indemnité compensatrice de préavis dans l'hypothèse où le salarié ne l'effectuerait pas. Il y a l'indemnité de congé payé, donc c'est un peu la même règle que d'habitude, c'est-à-dire dans la mesure où il aurait acquis des congés payés, mais il n'aurait pas eu l'opportunité en fait de les prendre avant son départ effectif, en fait, vous devez, comme d'habitude, hein, il n'y a pas de différence là-dessus, verser les indemnités de congés payés. Et le cas un peu plus particulier, c'est en cas de PSE, donc justement dans les procédures qu'on vous a évoquées précédemment, il y a la possibilité effectivement d'une indemnité supplémentaire, donc qu'on qualifie de supra-légale, donc au-delà de ce que prévoit la loi, dont le montant en fait va être fixé par les représentants du personnel et l'employeur. Donc c'est la dernière indemnité auquel le salarié pourrait prétendre. Donc on a été assez rapidement, mais plutôt exhaustif normalement. Juste pour info, je rappelle, je l'ai déjà dit en début de webinaire, mais le prochain webinaire aura lieu le 22 novembre 2024 et il portera sur le dialogue social et la qualité de vie au travail. Autre Mais info. peut-être juste une dernière précision sur Ah, le pardon. thème du webinaire, parce que je crois qu'on ne l'a pas dit explicitement, même si c'était implicite pendant la présentation. Le licenciement économique n'est possible que pour les salariés en CDI, en Tout à fait. contrat à durée indéterminée. Donc, pour tous vos CDD et CDDI, vous n'allez pas pouvoir déclencher de procédure de licenciement économique. Je pense que c'est mieux de quand même clarifier ce point-là. Bien sûr. Donc, les salariés polyvalents, vous ne pouvez pas, même si vous avez par exemple des diminutions d'aide au poste, voire des suppressions d'aide au poste, vous n'allez pas pouvoir viser ces postes-là qui sont des postes en CDDI. Donc là, la procédure de licenciement économique ne sera pas la procédure adéquate dans ce type de situation. Tout Sauf à si fait. après, ça a un impact sur les CDI parce que vous devez en recruter moins, parce que vous avez moins d'ouverture de poste et tout ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, sur les CDDI, ça ne va pas pouvoir être déclenché. Voilà. Oui, parce on l'avait déjà rappelé du coup lors des précédents webinaires, hein, mais c'est vrai que c'est bien de le rappeler. Les cas de rupture effectivement du CDD et donc par extension du CDDI sont bien encadrés par la loi. Donc, juste pour dernière information, on a déjà communiqué à plusieurs reprises dessus, hein, mais je rappelle que le colloque du Cinési aura lieu le 21 novembre 2024, un jour avant le webinaire du 22 novembre. Et du coup, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vous inscrire via les liens d'accès qui sont disponibles via les différents modes d'information qu'on a utilisés. Donc, par exemple, les newsletters, etc., qui pourront vous permettre de vous inscrire, hein, pour l'événement. Voilà. Donc, j'ai pas la vue sur les questions en partage d'écran, mais peut-être qu'il y en a. Il y en a Il y a une une. question. Oui. Quel est l'intérêt de négocier un PSE avec les organisations syndicales par rapport à une décision unilatérale? Alors, ce n'est pas un intérêt, c'est une obligation. C'est que vous avez l'obligation en priorité de négocier avec vos syndicats le PSE. C'est que en cas d'échec de négociation avec les syndicats, que là, vous pouvez passer par décision unilatérale. Aussi, vous vous doutez bien que ça fait l'objet d'un contrôle par l'administration, et l'administration, un plan qui est négocié en interne avec des représentants du personnel, elle va être beaucoup moins regardante
qu'une décision unilatérale qui est prise par l'employeur. Donc, vous avez l'obligation et également tout intérêt à négocier avec vos syndicats pour avoir justement la validation, pardon, de votre PSE par l'administration, ce qui va vous permettre par la suite de dérouler les licenciements économiques. Puisque si vous n'avez pas cette validation, vous ne pouvez pas procéder au licenciement économique. Parce que c'est vrai qu'on voit souvent la formation à défaut. À défaut, ça veut bien dire que si ça n'a pas eu lieu, si ça n'a pas pu se faire. Donc effectivement, c'est bien une obligation, tout à fait. Voir l'indication, c'est bizarre. Vous avez compris qu'on pouvait choisir l'option. Je comprends bien. Non, pas d'option, malheureusement. Il nous reste 2-3 minutes si vous avez des questions encore. C'est Et très, c'est très, très, très très dense. Il faut le temps de digérer déjà cette quantité d'informations. C'est ça, soit c'était très clair, soit la masse d'informations. Bon, en tout cas, pour rappel, hein, dans la matière, le Cinési peut vous adresser des modèles, donc n'hésitez pas à nous contacter via contact ou via le formulaire du site internet. On pourra vous adresser les formulaires correspondant à votre situation, donc n'hésitez pas. Voilà. Plein de choses dans vos espaces adhérents. Oui. Bon, bah, dans ce cas-là, je vous remercie pour votre attention, puis je vous donne rendez-vous le 22 novembre 2024. Merci. Merci à tous. Bonne Bonne journée. journée. Merci, au revoir. Au Bonne revoir. journée, au revoir. Au revoir.